Cette semaine commence pour moi, je parle bien de cette semaine-ci, pas celle que vous êtes en train de visionner, avec un événement très important qui va marquer un grand tournant dans ma vie à partir de maintenant, puisque j'ai le bonheur de vous annoncer que ça y est, le tome 2 de Sable et de sang, dont le sous-titre est De sel et de ciment, est officiellement disponible. Je vous mets le lien en description. Je tiens à rappeler que, selon certains, il faudrait avoir le cœur bien accroché pour lire ce que je décris dans le livre. Néanmoins, d'autres ne trouvent pas les propos si choquants. J'imagine donc que cela dépend du degré de tolérance de chacun face à certaines descriptions ou à certaines images. Quoi qu'il en soit, c'est après 3 ans de travail sur l'un des projets les plus compliqués que j'ai eu à gérer que je peux enfin fermer un chapitre de ma vie, au sens littéral du terme, grâce à la finalisation de ce projet, qui est en fait le commencement. En effet, j'attendais d'avoir enfin terminé le livre, qui occupait énormément d'espace mental. Non pas que cela me déplaise, car ce fut un défi immense à relever, et j'en suis d'ailleurs très fière. Mais voilà, il paraît d'après certains lecteurs bêta que je me suis vraiment améliorée par rapport au tome 1. Mais maintenant que le tome 2 est terminé, je récupère énormément de disponibilité mentale pour réfléchir à ce que je veux vraiment faire à partir de maintenant. Et je pense que vous connaissez déjà la réponse à cette question. Je ferai cependant une annonce bien plus importante, bien plus sérieuse et plus précise sur ma chaîne principale bientôt, et je vous tiendrai également au courant ici. J'ai bien réussi celui-là. Ok. Je peux la faire? Non. Maman, tu m'énerves, non? Je peux essayer aussi? Ah. Yattagel. Kawaii, quoi, sinon. Comment yattagel? Fais attention, pas casser la tête parce que c'est fragile. Si tu pousses trop sur ça sans bien appuyer. Ta gueule, putain. Faut que je tape un truc, Je vais aller sur... C'est pas des sauvegardes du coup. C'est pas... Ah, c'est... Commentaire épinglé. Ça me parle. En vrai, ça va. C'est pas ce que je voulais. Pourquoi? Quoi qu'il en soit, je continue de suivre mes cours d'animation rigoureusement, tout en profitant de moments avec ma famille et mon mari. Je voudrais faire une petite parenthèse pour vous dire que vos commentaires sur la dernière vidéo m'ont beaucoup touchée et vos avis m'ont apporté énormément de choses, de réflexion et de baume au cœur, ainsi que, évidemment, beaucoup d'humanité. Je profite également de moments avec ma famille et mon mari, donc, comme vous pouvez le voir, nous continuons de faire ce petit effort supplémentaire pour nous retrouver juste tous les deux, papoter, profiter du temps passé ensemble et essayer de nous reconnecter l'un à l'autre. Ce n'est pas toujours facile d'organiser nos emplois du temps respectifs. Mais nous faisons de cela une priorité, car je pense sincèrement que passer du temps ensemble et parler de ce qui va comme de ce qui ne va pas, au moins une fois par mois, est l'une des clés principales pour améliorer une relation. Et je pense pouvoir vous dire aujourd'hui que ça a vraiment grandement participé à la reconstruction de notre couple, alors que nous avions sincèrement cru, pendant plusieurs mois, que tout était terminé. Ok, bye bye. Bien sûr, nous nous disputons encore. Bien sûr, nous sommes parfois en désaccord. Mais nous prenons le temps de communiquer régulièrement sur les questions qui nous tourmentent. Car tant que nous faisons tous les deux l'effort d'avancer l'un vers l'autre, je pense que nous avançons dans la bonne direction. Et je pense également que c'est à partir du moment où l'un des deux cesse de tendre la main vers l'autre qu'un couple est voué à sa perte.
Ce soir-là, nous assistons à un spectacle de feux d'artifice qui a lieu au bord de la mer. Je pense que c'est un véritable luxe de pouvoir simplement se détendre sur le sable en attendant de voir le ciel fleurir de mille feux. Ce sont dans ces moments-là que je m'efforce de vivre pleinement l'instant présent. Et d'être reconnaissante pour toutes les choses que j'ai aujourd'hui, en sachant que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Je regarde le ciel s'illuminer, je vois les yeux de Momo s'emplir d'étoiles, tandis que je respire l'air marin et profite du sel dans mes cheveux. J'apprécie simplement d'être encore là, avec mon mari et ma fille, en bonne santé, en sécurité, et de pouvoir, de plus en plus, à chaque instant, me plonger dans l'océan de créativité qui m'attend à mesure que je progresse dans mes projets, indépendamment de savoir s'ils fonctionneront ou non, indépendamment d'en connaître l'issue. Car de mon expérience, je peux vous le dire, une fois que les chaînes de la performance s'accrochent à nos chevilles, il devient beaucoup plus difficile de s'épanouir dans le monde créatif et d'avancer. Il faut savoir aussi que cette semaine, c'est l'anniversaire de mon mari. C'est le premier anniversaire que nous passons réellement ensemble depuis 3 ans. Pendant 2 ans, il n'était pas là, et à son retour, rien ne se passait comme nous l'aurions voulu. Nous n'avons donc finalement pas vraiment fêté son anniversaire à cette période. La situation était vraiment trop difficile, et nous marchions encore sur des œufs l'un à côté de l'autre. Disons que nous essayions d'éviter un maximum les conflits et que, pour ce faire, il valait parfois mieux prendre un peu de distance. Mais depuis que les choses sont revenues à un ordre plus ou moins normal, c'est effectivement la première fois que nous pouvons passer du temps ensemble à cette période de l'année. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais les feux d'artifice sont une tradition très importante au Japon. Ils ne sont pas simplement un événement ponctuel, comme c'est souvent le cas chez nous. En France, par exemple, les plus grands feux d'artifice, je pense, sont traditionnellement tirés le 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, mais également lors du Nouvel An dans certaines villes. Ici, c'est véritablement en été que les feux d'artifice embrasent le paysage japonais de leurs flammes et de leurs éclats. Ils pétillent aux 4 coins du pays et sont une véritable occasion de se réunir massivement autour de la nourriture typique des festivals japonais. On les appelle les hanabi, une tradition estivale vieille de plusieurs siècles. À l'origine, ils étaient notamment utilisés pendant la période d'Edo pour éloigner les mauvais esprits et rendre hommage aux victimes des épidémies et des famines. Aujourd'hui, les Hanabi Taikai, des festivals de feux d'artifice donc, font partie des événements les plus attendus de l'été. On peut y réserver nos places d'ailleurs. Ça coûte parfois un petit peu cher. Les Japonais s'y rendent souvent vêtus d'un yukata, s'installent sur des bâches plusieurs heures à l'avance pour réserver leur place et profitent de nombreux stands de nourriture appelés yatai, où l'on trouve notamment des yakisoba, des takoyaki, des kakigori ou encore des pommes d'amour. Nous, l'année passée, on a voulu réserver nos places pour le feu d'artifice à Minato Mirai de cette année. Honnêtement, elles sont parties en 30 secondes à peine. Il était impossible d'avoir quelqu'un en ligne tellement tout le monde téléphonait à la même heure. Donc voilà, c'est à ce point-là. C'est littéralement un événement culturel qui marque l'été japonais. Cette semaine, je dois me rendre à une énième conférence organisée par l'établissement dans lequel je suis mes cours d'animation. Je mesure la chance extraordinaire que j'ai, car ces conférences offrent aux élèves l'occasion de rencontrer de véritables titans de l'industrie de l'animation japonaise, dont les noms feraient sans doute vibrer plusieurs cordes sensibles chez beaucoup d'entre vous. Nous pouvons leur poser des questions, échanger avec eux et découvrir des aspects confidentiels de la production, inaccessibles au grand public. C'est un immense honneur et un privilège. Mais avant ça,
J'en profite pour m'installer en terrasse afin de déjeuner, tout en me laissant bercer par les espaces verts et la vue magnifique sur les douves extérieures du palais impérial, le Sotobori. Je me laisse imprégner par ce décor que je trouve fascinant. Un mélange de béton, de ferraille, de poissons, de tortues, de fleurs et d'arbres où l'eau règne en maître. Je vais travailler sur l'illustration qui me servira à promouvoir mon livre sur les réseaux sociaux. Comme la pluie commence à tomber, je me vois obligée de me déplacer vers une partie plus couverte de la terrasse. Qu'à cela ne tienne, la pluie japonaise ne m'effraie pas. Au contraire, elle éveille toujours en moi un sentiment de calme et d'apaisement. On dirait pourtant que tout le monde n'est pas de cet avis, puisque la terrasse extérieure se vide peu à peu. Chacun semble avoir sa propre façon d'apprécier la pluie au Japon. Quoi qu'il en soit, je profite de cette parenthèse pour relire une dernière fois l'épreuve qui vient de m'être envoyée. Malheureusement, l'impression comporte plusieurs erreurs et il va falloir repasser sur les consignes avec Piu Piu. Malgré tout, je suis vraiment heureuse du résultat. Vous le savez, c'est moi qui ai dessiné cette couverture. Et je suis d'autant plus touchée que vous avez été nombreux à me dire à quel point vous la trouviez réussie. Bien sûr, je pense que ça ne parlera véritablement qu'à celles et ceux qui ont déjà lu le premier tome, puisqu'il s'agit ici d'une suite. Mais si la curiosité vous pousse malgré tout, j'aimerais vous lire la 4e de couverture de cet ouvrage dont je suis particulièrement fière. Aux côtés de Tsil et Noek, Laure et Agnès mesurent l'impact de la précarité psychologique dans laquelle l'humain sociétal évolue. La géante tente tant bien que mal de l'analyser dans toute son absurdité, tandis que Noek se perd entre les frontières troubles qui séparent l'homme du monstre. Dans l'ombre, des bouts de papier scellent le sort du petit groupe, soigneusement isolé du reste du monde, laissant ainsi une torture lente et insidieuse s'immiscer dans leurs esprits. Les graines semées par le système bien rodé d'une société millénaire germent en un contrôle qui se veut sans faille. Mais jusqu'à quel point l'individu est-il capable d'endurer une humanité à contre-courant de sa nature profonde, une fois qu'il prend conscience de l'affabulation dans laquelle il vit? Au moment où vous regardez cette vidéo, je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir les premiers retours de personnes qui l'ont lu. J'avoue être à la fois impatiente et un peu anxieuse, mais j'ai surtout extrêmement hâte de savoir ce que vous en aurez pensé. Ça me fait tout drôle parce que j'ai l'impression qu'une véritable page se tourne et qu'un nouveau chapitre s'ouvre au sens le plus littéral du terme. Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve, mais les choix que je m'apprête à faire dans les prochains jours seront déterminants pour la suite. J'avoue que j'ai peur. Mais je pense aussi que la peur est parfois le signe que l'on s'apprête à sortir de sa zone de confort et à avancer dans une direction qui compte vraiment. Ne vous inquiétez pas, j'ai mûrement réfléchi à la décision que je vais prendre cette semaine. Ce n'est pas un choix impulsif, c'est une réflexion qui m'accompagne depuis longtemps et qui a été nourrie par tout ce que j'ai appris ces dernières années, y compris pendant l'écriture de mes 2 romans. Imaginez un monde dans lequel la société ne s'est pas développée comme la nôtre. Remettre en question chacun de nos codes et chacune de nos certitudes m'a obligée à faire le même exercice avec ma propre vie. Je me suis rendu compte que je faisais énormément de choses par automatisme, sans toujours me demander si elles correspondaient réellement à la personne que je voulais devenir. Et peut-être que, si je veux m'épanouir pleinement dans la créativité, il est temps d'accepter que certains chemins que j'ai toujours considérés comme évidents ne le sont pas forcément. J'espère sincèrement que vous ne m'en voudrez pas. Et si certains d'entre vous sont déçus, je comprendrai. Non, c'est ça qui m'a piqué la dernière fois, qui était dans mon pantalon. Saleté. Saloperie, il dit. Ils sont énormes, hein. Vraiment gigantesques. Oh, j'aime pas ça. Ah, ils sont pas beaux, allez on y va. On y va, ils sont trop moches. Oyatsu tabete nai no, kyou. Pourquoi tu le savais? Jikan. Plus tard dans la semaine, nous nous réunissons dans un petit restaurant de quartier pour manger chinois.
peux essayer ça et moi. à l'occasion de l'anniversaire de Mohi. C'est lui qui a choisi l'endroit où il voulait aller et ce qu'il voulait faire pour son anniversaire. J'étais touchée de constater que la seule chose dont il avait envie pour son anniversaire, c'était tout simplement d'aller manger des ramen avec moi et sa fille. J'avoue que les ramen ne sont pas vraiment mon plat préféré. En revanche, lorsqu'il s'agit de ramen servis dans les restaurants chinois, puisque les ramen sont à l'origine inspirés de la cuisine chinoise avant d'être adaptés au Japon, là je suis beaucoup plus facilement conquise.麺がちょっと少ない。ママの麺食べて。ラーメンも美味しいよ。食べてみるパパ。Quoi qu'il en soit, voilà comment s'est déroulée ma semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la description si vous souhaitez découvrir mon livre. Et merci infiniment pour votre soutien.